Bienvenue, bienvenue ici dans ces locaux. Alors effectivement, c'est Jean Alexandri qui est ici présent, qui est directeur adjoint de l'IFG. On est vraiment ravis de vous avoir ici dans ces lieux. Je pense que ce sont des lieux effectivement qui sont des lieux d'abord très pratiques. Hein. C'est l'intérêt, lorsqu'on est au cœur de Paris, d'avoir la possibilité de se rencontrer. L'inconvénient, c'est un peu plat, donc vous aurez un peu ce sentiment pendant la journée parfois que cet aspect d'un amphi large et pas forcément facile. Le gros avantage, c'est que c'est plat. Ça veut dire qu'on n'est pas haut et on est près des gens qui parlent. Donc j'espère que ça aussi, ce sera quelque chose que vous apprécierez au cours de la journée. L'avantage, bien sûr, aussi, c'est que tout se fait à l'intérieur, que vous avez la possibilité tout à l'heure de vous restaurer et que tout ça, évidemment, contribuera, je l'espère, à la réussite de cette 50e convention. 50e convention de cette association vraiment passionnante sur la notion, on va dire, de réclamation, de lien avec la clientèle. Alors, on m'a demandé d'introduire par quelques mots. Alors, c'est très très précis, hein, j'ai 15 minutes, donc je vais les utiliser et je n'utiliserai pas une minute de plus parce que je ne pense pas que je sois la personne la plus importante de votre journée. Mais effectivement, lorsque l'on m'a dit « Est-ce que vous pouvez dire quelques mots, vous, sur la façon dont vous percevez la question de la réclamation client ?» Je suis moi évidemment pas totalement dans le marketing, ma spécialité c'est la finance, c'est l'économie, c'est les finances publiques, c'est aussi les nouvelles technologies, c'est aussi peut-être là au passage quelque chose d'important, l'approche sur la transformation de l'économie confrontée à la problématique du dérèglement climatique. Je préside le comité prospectif du comité 21 et nous avons rendu un grand rapport il y a 4 jours au Grand Palais lors des assises dans la première Assemblée générale du climat qui était au Grand Palais. Et donc là, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cela, on va dire, vu de l'extérieur? Alors en tant que financier économiste, peut-être rappeler quelque chose qu'on rappelle toujours aux financiers, chez vous c'est moins la peine, mais aux financiers c'est quelque chose d'absolument majeur, leur dire la seule valeur, c'est le client. Quand vous êtes en train de chercher de la valeur, quand vous êtes en train de dire ça vaut combien une entreprise, etc., quand vous êtes en train de regarder des deals financiers, vous devez toujours vous souvenir qu'on vous expliquera tout un tas d'éléments associés à la valeur, mais en réalité, le seul élément sur lequel vous focalisez, c'est le client, mais je vais plus loin, le client est ce qui paye. Donc, lorsque vous êtes financier, la question du cash est absolument majeure. La question de la manière dont l'argent rentre, et là, évidemment, nous sommes au cœur de la préoccupation aussi de votre association, la manière dont on convertit la relation avec le client et la manière dont on va, on va dire, le représenter à l'intérieur des comptes d'une entreprise est absolument capital. Ça n'est pas le hasard si les anglo-saxons extrêmement focalisés sur la réalité et l'aspect concret, commencent tous leurs états financiers par le chiffre d'affaires. Et lorsqu'ils ont le chiffre d'affaires, ils ont introduit maintenant un document absolument essentiel, le Statement of Cash Flow, en disant, oui, ok, chiffre d'affaires, mais chiffre d'affaires en cash réel. Nous, latins, hein, les Français et les Européens continentaux sont des latins. Quand ils regardent une entreprise, ils commencent par l'actif du bilan. En disant, une entreprise, oh ben, je vais regarder les bâtiments, je vais regarder ce que c'est, etc. D'ailleurs, sans savoir vraiment si ça appartient, peu importe. C'est l'apparence qui nous intéresse. Quand vous êtes dans la réalité du business, la question du client est absolument centrale. Alors évidemment, quand on dit ça, ça peut sembler très paradoxal de dire « Ah oui, mais nous, on s'intéresse à la réclamation du client. » Parce qu'en réalité, quand on est en train de dire « c'est la seule valeur », ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réclamation du client, en fait, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Je ne veux pas de réclamation client. Quand il y a de la réclamation client, si en tout cas du point de vue de l'économiste, on regarde ce que ça signifie, on va dire, on analyse les points négatifs que ça signifie. Ça signifie, un, que le client n'est pas content. Donc il y a eu un problème dans la manière dont on a accompli la prestation de service. Et je sais qu'au cœur de votre journée, la notion de service et de prestation de service sera essentielle, que peut-être le bien qu'on a livré, la manière dont on l'a livré ne convenait pas, et que par conséquent, il y a une raison d'avoir une réclamation. Lorsque vous êtes en train de travailler sur la relation client, et aujourd'hui, évidemment, KYC, hein, Know Your Customer, devient l'élément central de la manière dont on envisage cette relation avec le client. Il y a la manière peut-être en amont dont on a défini la problématique avec le client. Et là encore, lorsque je prends l'exemple des anglo-saxons, je répète, en finance, évidemment, ils nous intéressent beaucoup, les anglo-saxons nous disent toujours, vous avez des juristes pour gérer du contentieux, nous avons des juristes pour empêcher le contentieux.
Le contrat tel qu'on l'envisage dans le monde anglo-saxon, c'est justement celui qui doit empêcher la réclamation. On liste absolument tout pour regarder ce qui est à l'intérieur du contrat et ce qui n'y est pas, ce qui par conséquent doit complètement déminer la problématique a posteriori avec le client. Donc lorsque nous sommes en train de parler de contentieux, ça veut dire qu'en quelque sorte, on a mal probablement défini au préalable la façon dont on a installé la relation. Là encore, quand on est en train de parler de service et de service par rapport aux relations clientèle, ce service-là, il est probablement absolument capital. Il est souvent, ou peut-être un peu trop négligé dans les entreprises françaises, européennes, françaises en particulier, où l'on a tendance à chercher, peut-être obnubilé par la question du client tel que je l'évoquais tout à l'heure, à vendre très vite, vendre du forfait, sans suffisamment définir tout ce que nous avions défini ou tout ce que nous devions définir dans ce qui était vendu et tout ce qui ne l'était pas. On est tellement obsédé par gagner de la part de marché que parfois on se prépare des lendemains difficiles lorsqu'effectivement à l'intérieur d'un forfait, le client exigera toujours plus et que l'entreprise se rendra compte au fur et à mesure qu'elle ne peut pas fournir, ou voire même que lorsqu'elle fournit, eh bien elle mange sa marge. Lorsque nous sommes en train d'évoquer la question de la réclamation client, bah oui, tout de suite aussi le financier, l'économiste financier parle marge, en disant, et oui, le problème c'est lorsque nous avions une marge définie qui semblait valider le lien que nous avons avec le client, d'un seul coup d'un seul, lorsqu'il y a réclamation, il y a coût, et lorsqu'il y a coût, ça signifie évidemment que la marge que nous attendions vis-à-vis du client, elle n'est pas là. Or, très souvent, lorsque nous sommes en train de décrypter les performances d'organisation, on se rend compte à quel point finalement ceux qui sont en première ligne, ceux qui sont en front office, comme on va dire dans le monde financier, mais que l'on peut retrouver dans le monde du marketing, ceux qui sont directement avec le client, au fond ne veulent pas avoir connaissance de ce qui se passe après. Ils auront vraiment tendance à considérer que c'est le reste de l'organisation qui n'assume pas. Eux ont fait le travail. Et ensuite, effectivement, si on perd, si on a du coût complémentaire, c'est que le reste de la structure, finalement, ne s'est pas mis en adéquation avec ce que l'on avait négocié ou avec la bonne relation qu'on avait instaurée avec le client. Et donc, là aussi, la question du coût et la question de ce que représente en termes de charges la réclamation du client est absolument passionnant parce qu'en réalité, on est dans la performance globale. La réclamation avec le client, oui, c'est bien aussi un élément qui va affecter la performance, qui augmente les coûts et donc bien entendu sur lequel on essaiera d'avoir une réduction au maximum. Réduction peut-être en essayant de déminer au préalable ou peut-être en externalisant, en essayant d'avoir des problématiques de réclamation qui soient les moins coûteuses possibles. Mais je suis bien conscient que lorsque vous avez fondé cette association, vous n'étiez pas simplement dans l'idée que nous parlions du négatif. La réclamation que peut avoir le client, c'est aussi la façon dont on va, et j'aime évidemment beaucoup votre formule, un pépin devient une pépite. Hein, oui, hein, quand même, hein, quand vous êtes en finance, vous voyez surtout le pépin, hein, parce que la pépite, vous la découvrirez peut-être de façon lointaine lorsque réellement vous aurez transformé cela du point de vue positif. Mais il est incontestable que le suivi du client, l'idée que la relation client s'instaure dans le temps, suppose aussi évidemment que le client ait l'idée que s'il y a problème, il n'aura aucune difficulté pour régler ce problème. C'est-à-dire on est bien là dans une question du partenariat. Et je crois que lorsque là vous allez travailler dans la journée sur la question du service, il est évident que la problématique du service est probablement celle la plus focalisée sur cette question du temps qui passe. Lorsque vous êtes dans de la production physique, avec livraison physique, avec vérification, avec tous les éléments, par exemple à l'international, qui vont donner lieu aux incoterms, et bien là, finalement, vous êtes dans quelque chose qui est très, très cerné, très défini. Dans le service, on est dans une approche où l'approche, évidemment, suppose la durée et suppose une reproduction. On voudrait que le client soit un client pour longtemps. Le client pour longtemps, ça signifie qu'il puisse y avoir un dialogue. Un dialogue pas simplement quand il s'agit de définir ce que l'on va mettre dans la facture ou ce que l'on va mettre dans le service. Évidemment, le moment où on signe le contrat, le moment où il va apparaître dans les comptes de l'entreprise, mais peut-être aussi justement lorsque finalement on est dans une relation, j'ose à peine utiliser le terme, plus désintéressée, c'est-à-dire le moment où effectivement finalement la marge est faite, où le contrat est passé, mais où le client a besoin de sentir un véritable partenariat.
Le grand mot qui est apparu dans le management depuis à peu près une vingtaine d'années, c'est ce mot anglais stakeholder, c'est-à-dire stakeholder qui plaît beaucoup en anglo-saxon parce qu'on joue sur la terminologie et on joue sur la proximité. Stockholder, l'actionnaire, stakeholder, le partenaire. Et dans le partenaire, vous avez le fournisseur, vous avez le client. Vous avez cette idée que l'entreprise, oui, elle est pour le stockholder, c'est-à-dire pour l'actionnaire, c'est la définition basique, mais elle est aussi pour un partenariat à plus long terme avec ceux qui la font vivre, ceux pour qui elle existe, et notamment, effectivement, au premier rang, le client. La réclamation client, c'est-à-dire la possibilité pour le client d'exprimer qu'il y a un certain nombre de choses à améliorer, c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose d'ailleurs sur lesquels les plus grandes entreprises de services aujourd'hui, c'est elles, en tout cas toujours pareil avec la vision financière, qui valent le plus cher du monde. Bon, quand vous êtes en train de parler d'une entreprise comme Facebook ou Amazon qui avoisine les 1000 milliards de dollars de capitalisation, pour peut-être l'homme de marketing, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour l'homme, je dis l'homme, l'humain, hein, on est bien d'accord, hein, parce que je vois bien que l'assistance est très féminine, que l'humain marketing, l'homo marketingus, pour faire un horrible néologiste, se soucie pas nécessairement de la capitalisation. L'homo financierus, lui, évidemment, il s'y intéresse. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que les entreprises qui valent les plus chères du monde, ce sont précisément celles qui se sont intéressées sans arrêt de la manière dont le client faisait remonter peut-être ce qui n'allait pas, peut-être ses récriminations, mais surtout ses soucis d'amélioration. L'amélioration constante, c'est comme ça qu'on augmente la valeur. Le fait que l'on soit sans cesse dans une idée d'optimisation, c'est cela qui, du point de vue économique, a le plus de sens. Et là, peut-être évidemment, lorsque j'évoque ces grandes entreprises du côté de la Californie, du côté des nouvelles technologies, il est peut-être important aussi de parler de la dimension nouvelle qui arrive dans le nouveau modèle économique qui est en train de se définir du point de vue mondial et en particulier dans nos entreprises. Là, je crois que, vous voyez, j'évoquais tout à l'heure la question de la grande transformation que nous voulons porter au effort du point de vue, par exemple, du comité 21. La grande transformation du modèle économique, si à la place d'un vieil économiste, vous aviez une jeune activiste suédoise de 15 ans, c'est exactement ce qu'elle vous dirait. Greta Thunberg, enfin je dis peut-être vous en avez, il y a des politiques qui me disent on n'en peut plus de Greta Thunberg, ils l'ont à la tribune de l'Assemblée nationale, 2 semaines après ils l'ont à la tribune de l'ONU, 3 semaines après ils l'ont à Davos, ils disent non mais à quel moment on arrête? Ceux qui ont des Greta Thunberg à la maison savent très bien que ça ne s'arrête pas, hein, c'est-à-dire que les gamins de 15 ans sont tous en train de poser la même question. La grande transformation, ce n'est pas une option, c'est une urgence. Il faut absolument changer la manière dont on envisage l'économie. Et ça veut dire qu'on est tous concernés. Ça veut dire que dans toutes les activités, il va falloir penser rupture, changement très très profond. Parce qu'il faut effectivement changer la manière dont nous pensons l'économie. Il faut l'optimiser, l'améliorer. Là, pour le coup, on retrouve les préoccupations, je dirais, que vous pouvez avoir dans votre association depuis sa fondation, mais aller encore plus loin dans les changements et les ruptures radicales. Tout ce qui était nos certitudes doivent disparaître. C'est vrai dans tous les métiers, c'est vrai dans toutes les activités, c'est vrai évidemment de votre point de vue. Alors, la grande transformation, elle est conduite comment? Quand vous avez eu des grandes transformations du modèle économique dans l'histoire, ce n'est pas arrivé si souvent, hein. C'est à chaque fois parce que vous avez une énorme rupture technologique, qui d'ailleurs, en réalité, à la base, est une énorme rupture scientifique. Évidemment, j'ai 15 minutes, il m'en reste 2. Il n'est pas question ici de développer ça en longueur. On va dire que la plus grande rupture scientifique que nous ayons connue depuis à peu près 100 ans, elle est d'origine mathématique, à la différence des précédentes, celles qui avaient entraîné les révolutions industrielles, qui étaient d'abord des ruptures énergétiques. Là, c'est une rupture dans le domaine des mathématiques, qui s'applique partout, qui s'applique aussi bien dans la génétique, dans la médecine, qui s'applique dans la finance, qui s'applique dans le digital, évidemment, qui est l'outil qui utilise la rupture mathématique, mais qui s'applique aussi de manière massive dans l'approche du marché. La grande évolution que nous commençons à connaître, que vous commencez à connaître, c'est la révolution dite des big data, de l'algorithmie, qui signifie quoi? Qui signifie que lorsque vous êtes dans la réclamation client, lorsque vous aviez commencé à travailler sur ces questions il y a des années, 15 ans. Donc, lorsque vous étiez effectivement en train de dire, là, nous sommes en train d'instaurer une relation, vous ne saviez pas probablement il y a 15 ans qu'on allait vous dire aujourd'hui, en fait, vous êtes en train d'accumuler de la data. Et là, l'autre valeur, la valeur maintenant que l'on représente de plus en plus, c'est cette valeur de la data.
en disant la relation avec le client, la récrimination, que l'information soit bonne ou mauvaise, c'est toujours de l'information qui a une valeur extraordinaire. Parce que nous allons commencer à la mouliner, nous allons commencer à l'analyser, nous allons commencer à la comparer. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de stakeholders et lorsque vous êtes réunis aujourd'hui, vous n'êtes plus concurrents, surtout quand on travaille sur ces questions-là. Aujourd'hui, lorsque nous sommes dans une rupture technologique, la concurrence existe beaucoup moins qu'autrefois. Il y a de la place pour tout le monde, ou en tout cas, il y a de la place pour tous ceux qui sont en train de penser la rupture. Penser la rupture à l'heure de la big data, ça veut dire effectivement penser la manière dont tout ce qui est le cœur de vos travaux et de vos préoccupations va être transformé peu à peu par des nouveaux outils de management. Je crois vraiment que là, probablement, nous sommes, quand nous sommes en train d'évoquer la question des services, exactement au moment, au temps zéro, où les choses sont en train de changer de manière profonde. Je suis pour ma part absolument persuadé que quand vous aurez la 100e assemblée de la marque, parce qu'il n'y a absolument aucun doute, étant donné l'importance de vos sujets, vous avez, j'espère bien l'avoir souligné, combien je trouvais absolument captivant et essentiel ce sur quoi vous travaillez. Il n'y a aucun doute, vous aurez le 100e, puis le 150e, puis la 200e convention, mais vous direz, tu te souviens, dans la 50e, ça avait été le moment où en réalité on a commencé à changer complètement dans nos métiers. On ne s'en rendait pas forcément compte, mais 1 an, 2 ans, 3 ans après, on dit c'est incroyable combien ma pratique a changé. Je crois que nous sommes à ce moment-là, ça tombe bien, c'est un début de décennie, commence le début de la 3e décennie du 21e siècle, la décennie de tous les changements, de la grande transformation, il n'y a pas le choix, mais c'est surtout d'abord, quand on dit il n'y a pas le choix, il y a un côté légèrement anxiogène, c'est d'abord quelque chose d'incroyablement enthousiasmant. La relation avec le client va changer, les données que vous collectez vont changer la manière dont on envisagera le futur, la valeur associée à tout ce qui fait le cœur de vos travaux. Si on n'y croit pas, on ne sera plus là. Si on y croit, il n'y a aucun doute que dans quelques années, cette salle ne sera pas assez grande pour accueillir l'ensemble des personnes faisant partie de votre association. Je vous souhaite une très très belle journée de travaux. Je vous souhaite de très bons échanges, de réseauter, parce que réseauter, en fait, ça veut dire de la big data, hein, on est bien d'accord. Et donc, ça veut dire aussi, évidemment, je dirais, penser à la manière dont demain, vous allez retourner dans vos entreprises, dans vos postes, en vous disant, en fait, je vois les choses différemment et c'est mieux. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Juste, je vous précise que quand vous êtes dans la grande transformation, on ne doit plus perdre de temps et d'énergie à applaudir. Vous me faites cœur sur Twitter, ça va très bien. Ça permet d'aller beaucoup plus vite sur les éléments vraiment essentiels après, c'est-à-dire la suite des débats.